Le 17 juillet 1944, 57 000 prisonniers allemands défilèrent dans les rues de Moscou, menés par 19 généraux capturés lors de l'opération Bagration. Derrière la dernière colonne avançaient des camions-citernes lavant l'asphalte, une image soigneusement conçue par la propagande soviétique pour symboliser que le Troisième Reich avait été vaincu. Ces scènes firent le tour du monde. Ensuite, les prisonniers disparurent, tout simplement. Pendant des années, l'Union soviétique maintint secret ce qui se passait derrière les barbelés de ces camps, tandis que des millions de familles allemandes ignoraient si leur père, fils ou frère était toujours en vie. Le destin de ces hommes resta entre les mains de Lavrenti Beria et du NKVD. Certains réapparurent de manière inattendue, comme le maréchal Friedrich Paulus, qui en 1946 témoigna contre d'anciens compagnons lors des procès de Nuremberg. L'immense majorité, cependant, fut envoyée à des milliers de kilomètres de l'Allemagne pour travailler dans des mines, usines, forêts et d'immenses projets de reconstruction soviétique. Les archives soviétiques enregistrèrent plus de 3 millions de prisonniers allemands. Près de 2 millions rentrèrent, mais des centaines de milliers ne revinrent jamais. Sur les 91 000 capturés à Stalingrad, à peine 6 000 environ survécurent à la captivité. Que s'est-il réellement passé avec les milliers de prisonniers allemands qui étaient en Union soviétique? C'est leur histoire. L'effondrement du Troisième Reich, la route vers la captivité. Au petit matin du 22 juin 1944, exactement 3 ans après que la Wehrmacht eut franchi les frontières de l'Union soviétique, plus de 2 millions de soldats de l'armée rouge s'élancèrent contre les positions allemandes en Biélorussie. L'opération portait le nom d'un général géorgien qui avait combattu Napoléon, Bagration. Face à eux, le groupe d'armées centre, la formation qui en 1941 avait été aux portes de Moscou, n'était déjà plus que l'ombre de lui-même. En à peine 12 jours, le front allemand se désintégra. Vitebsk, Orsha, Mogilev et Bobruisk tombèrent les unes après les autres, et des armées entières se trouvèrent piégées dans des poches dont très peu réussirent à s'échapper. Lorsque le 3 juillet, les chars soviétiques entrèrent à Minsk, l'ampleur du désastre dépassait toute défaite allemande antérieure, y compris Stalingrad. Près de 30 divisions avaient été détruites ou réduites à des restes inutilisables, et les pertes allemandes approchaient le demi-million d'hommes entre morts, blessés et disparus. Pour des dizaines de milliers de ces disparus, la guerre prit fin cet été-là, mais leur calvaire ne faisait que commencer. Le 17 juillet 1944, Moscou fut le témoin d'un spectacle soigneusement orchestré. Environ 57 000 prisonniers allemands, menés par leurs propres généraux capturés, défilèrent en colonne dans les rues de la capitale soviétique devant une foule silencieuse. Derrière la dernière rangée avançaient des camions-citernes lavant l'asphalte, un geste de propagande qui prétendait symboliser le nettoyage de la terre russe. Ces images firent le tour du monde, mais ce qui se passa ensuite ne figura pas dans les journaux télévisés. Ces hommes furent chargés dans des trains à destination de camps de travail répartis à travers toute la géographie soviétique. Ils constituaient l'avant-garde d'une masse humaine qui, en moins d'1 an, se compterait par millions. L'effondrement de la Biélorussie entraîna avec lui tout le front oriental. Durant l'automne 1944, l'armée rouge atteignit les frontières de la Prusse orientale, le cœur historique du militarisme prussien, et en octobre, ses avant-gardes foulèrent pour la première fois le sol du Reich. Dans les pays baltes, le groupe d'armée nord resta isolé dans la péninsule de Courlande, en Lettonie. Environ 200 000 soldats allemands qui y résistèrent, encerclés et ravitaillés par la mer jusqu'au jour même de la capitulation. Hitler refusa à maintes reprises de les évacuer, convaincu que cette tête de pont servirait un jour à une contre-offensive qui n'arriverait jamais. Cette décision condamna la quasi-totalité de ces hommes à la captivité soviétique lorsque, le 8 mai 1945, ils déposèrent les armes sans avoir été vaincus sur le champ de bataille. En janvier 1945, l'offensive Vistule-Oder répéta le schéma à une échelle encore plus grande. Les fronts de Tchouikov et Koniev avancèrent de plus de 400 km en 3 semaines, depuis Varsovie jusqu'à la rivière Oder, à peine à 70 km de Berlin.
Pendant ce temps, Rokossovski coupait la Prusse orientale du reste de l'Allemagne, piégeant des centaines de milliers de soldats et de civils entre la mer Baltique et l'avancée soviétique. Königsberg, déclarée forteresse sur ordre d'Hitler, résista jusqu'au 9 avril. Lorsque son commandant, le général Otto Lach, capitula, environ 30 000 survivants de la garnison marchèrent vers la captivité. Et Lach lui-même fut condamné à mort par contumace par un Hitler furieux qui ordonna d'arrêter sa famille. L'armée qui tentait de contenir cette avalanche n'était plus la Wehrmacht de 1941. Les chars restaient immobiles par manque de carburant après que les champs pétrolifères roumains de Ploiești soient tombés en août 1944 et que les bombardements alliés eurent détruit les usines de carburant synthétique. Des divisions qui figuraient sur le papier avec 15 000 hommes n'en réunissaient à peine 2 ou 3 000. Les vides étaient comblés par des unités improvisées, du personnel au sol de la Luftwaffe ayant à peine une instruction d'infanterie, des marins de la Kriegsmarine transformés en fusiliers, des convalescents sortis des hôpitaux, des bataillons d'estomac pour les hommes ayant des ulcères et des bataillons d'oreilles pour les sourds partiels. Et derrière eux tous, le dernier recours du régime, le Volkssturm, la milice populaire décrétée le 25 septembre 1944, qui mobilisait tous les hommes de 16 à 60 ans non incorporés déjà sous les drapeaux. Des adolescents des jeunesses hitlériennes et des vétérans de la Première Guerre mondiale reçurent des brassards, un fusil vieilli ou un Panzerfaust et furent envoyés arrêter l'armée la plus puissante du moment. Pour l'armée rouge, et cela s'avérerait décisif pour leur destin, ces civils armés étaient des combattants comme n'importe quels autres, et comme tels, ils seraient traités lors de la capture. La bataille finale commença le 16 avril 1945 sur les hauteurs de Silo, au-dessus de l'Oder. Le 25 avril, les avant-gardes de Tchouikov et Koniev se rencontrèrent à l'ouest de Berlin, refermant l'encerclement sur la capitale. À l'intérieur de l'anneau, restèrent piégés les restes du 56e corps de Panzer, du général Helmut Weidling, des unités de la Waffen-SS, des policiers, des pompiers, du Volkssturm et des Hitlerjugend, peut-être 80 000 défenseurs en condition de combattre face à 1,5 million d'assaillants. Dans le bunker sous la chancellerie, Hitler ordonnait des contre-attaques d'armées qui n'existaient plus que sur les cartes. Le 30 avril, avec les soldats de Tchouikov à quelques centaines de mètres, il se suicida avec Eva Braun. Parmi ceux qui restaient dans le bunker se trouvait son téléphoniste personnel, le sergent de la SS Rochus Mich, un homme dont le nom reviendra dans cette histoire, car son chemin depuis ce sous-sol le mènerait directement dans les sous-sols de la Loubianka et à 9 ans de captivité soviétique. Le 2 mai, Weidling capitula, et environ 130 000 défenseurs de Berlin commencèrent la marche vers l'Est. Beaucoup d'entre eux ne reviendraient que bien avancée la décennie suivante. Beaucoup d'autres, jamais. Mais la mort d'Hitler n'arrêta pas la guerre, et ce qui se passa en ces 8 derniers jours explique une bonne partie de ce qui viendrait ensuite. Son successeur, le grand amiral Karl Dönitz, installé à Flensburg, près de la frontière danoise, articula toute sa politique autour d'une unique idée: prolonger la résistance à l'Est assez de temps pour que le plus grand nombre possible de soldats et de civils atteignît les lignes anglo-américaines. Ce n'était pas une stratégie militaire, mais une course contre la captivité soviétique. La peur avait des racines concrètes: 3 ans de guerre d'extermination à l'Est, la propagande de Goebbels, mais aussi de vraies nouvelles qui étaient arrivées de Nemmersdorf en octobre 1944 et des provinces orientales envahies, alimentaient chez chaque soldat la conviction que tomber entre les mains soviétiques équivalait à la Sibérie ou à la mort. Les Allemands savaient, en outre, ce que leur propre pays avait fait aux prisonniers soviétiques, dont plus de 3 millions étaient à mort sous garde allemande, et beaucoup craignaient une représailles en miroir. C'est pourquoi, en mai 1945, l'Allemagne ne se rendit pas une fois, mais plusieurs. Le 2 mai capitulèrent les forces d'Italie. Le 4 mai, l'amiral von Friedeburg signa devant Montgomery dans la plaine de Lunebourg la reddition des troupes du nord-ouest de l'Allemagne, du Danemark et de la Hollande. Le 5 mai se rendit le groupe d'armées G en Bavière. Chaque reddition partielle devant les Occidentaux était en réalité une manœuvre pour continuer à combattre à l'Est. La 12e armée du général Walter Wenck, envoyée théoriquement pour libérer Berlin,
consacra ses dernières forces à maintenir ouvert un corridor jusqu'à l'Elbe, par lequel des dizaines de milliers de soldats de la 9e armée et un flot de réfugiés traversèrent le pont détruit de Tangermünde pour se rendre aux Américains. Dans la Baltique, la Kriegsmarine exécutait la plus grande évacuation maritime de l'histoire, l'opération Hannibal, qui depuis janvier avait transporté vers l'ouest plus de 2 millions de personnes entre soldats et civils, payant un prix terrible en naufrages comme celui du Wilhelm Gustloff. Et en Bohême, le maréchal Ferdinand Schörner, le plus brutal des commandants d'Hitler, célèbre pour pendre ses propres soldats pour défaitisme, maintenait en combat le groupe d'armée centre, près de 900 000 hommes, dans l'espoir de les conduire vers l'ouest. Quand la capitulation générale entra en vigueur, Schörner abandonna ses troupes et se fuit en avion vêtu en civil. Ces soldats, qui continuèrent à lutter et à marcher vers l'ouest après le 8 mai, furent rejoints par les soviétiques les jours suivants. Les Américains, respectant les lignes de démarcation convenues, rejetèrent la majorité de ceux qui arrivèrent en retard. Des centaines de milliers d'hommes qui croyaient s'être sauvés furent livrés ou capturés et prirent le chemin contraire, vers l'Est. La reddition définitive fut signée 2 fois, le 7 mai à Reims devant Eisenhower, avec le général Alfred Jodl apposant sa signature, et à nouveau à la demande de Staline, dans la nuit du 8 au 9 mai dans le quartier berlinois de Karlshorst, où le maréchal Wilhelm Keitel capitula devant Tchouikoff. Les 2 signataires finiraient à la potence de Nuremberg 1 an et demi plus tard. Mais pour des millions de soldats allemands, ces signatures ne signifièrent la fin de rien, mais le commencement de tout. Qui étaient les hommes qui, au cours de ces semaines, passèrent aux mains des soviétiques? Les registres du NKVD compteraient avec le temps environ 3 100 000 prisonniers de guerre allemands capturés tout au long du conflit, l'immense majorité dans ces derniers mois. Rien qu'entre janvier et mai 1945 tombèrent prisonniers plus d'Allemands que dans les 3 années et demie précédentes réunies. Et cette masse humaine était beaucoup plus hétérogène que ne le suggère le mot soldat. Il y avait des vétérans de la Wehrmacht endurcis depuis 1939 et des recrues avec des semaines d'instruction. Des hommes de la Waffen-SS auxquels s'attendait un traitement plus dur et des peines plus longues. Des aviateurs et du personnel au sol de la Luftwaffe. Des marins de la Kriegsmarine capturés dans les ports baltes. Des adolescents et des sexagénaires du Volkssturm avec un brassard pour tout uniforme. Des travailleurs de l'organisation TOT, des cheminots, des policiers, des douaniers, des fonctionnaires de l'administration militaire et du personnel civil militarisé qui n'avaient jamais tiré avec une arme. À eux s'ajouteraient, dans une catégorie juridique différente mais au destin souvent identique, des dizaines de milliers de civils de sexe masculin détenus dans les territoires occupés comme éléments hostiles ou simplement comme main-d'œuvre et internés ou déportés par décision directe du comité de défense de l'État soviétique. Quand le 8 mai 1945 les armes se turent enfin en Europe, les colonnes étaient déjà en marche. Depuis la Courlande et Königsberg, depuis Berlin et la Bohême, depuis les camps de concentration provisoires improvisés dans des prairies et des stades, des millions d'hommes marchèrent vers l'Est sous escorte soviétique, sans savoir où ils allaient ni combien de temps ils seraient absents. L'Allemagne avait cessé d'exister en tant que puissance. Pour ses soldats, commençait une seconde guerre, silencieuse et sans front, qui se livrerait contre la faim, le froid et le temps dans les camps de l'Union soviétique. La captivité soviétique, qu'est-il devenu des prisonniers allemands? Pour le soldat allemand, la fin de la guerre ne vint pas avec les signatures de Reims ou de Karlshorst, mais avec un instant beaucoup plus intime et terrifiant, le moment de lever les mains. Les survivants le décriraient des décennies plus tard avec une précision stupéfiante, car personne n'oublie la seconde où sa vie cesse de lui appartenir. D'abord, l'ordre de jeter l'arme. Ensuite, la fouille. Les vainqueurs dépouillaient les captifs de montres, alliances, stylos plumes, bottes en bon état et photographies de leur famille. Uri, la déformation russe du mot allemand Ur, montre, fut pour des centaines de milliers d'Allemands le premier mot qu'ils apprirent de leurs ravisseurs, et dans les mémoires des vétérans, il devint le symbole de cette première heure de la défaite. Aux officiers, on arrachait les épaulettes et les décorations. Les documents se perdaient ou étaient confisqués, et avec eux,
l'identité administrative du prisonnier. Pour sa famille, cet homme passait dès cet instant dans la catégorie la plus redoutée du vocabulaire allemand d'après-guerre, vermiste, disparu. Car le captif aux mains soviétiques restait en dehors de tout système de protection internationale. L'Union soviétique n'avait pas ratifié la Convention de Genève de 1929, n'admettait pas d'inspection de la Croix-Rouge et ne communiquait pas de liste de prisonniers. L'Allemagne avait utilisé cette même absence juridique pour laisser mourir plus de 3 millions de captifs soviétiques, et maintenant ces soldats découvraient ce que signifiait être de l'autre côté de ce vide. Un soldat capturé à Berlin ou en Courlande s'évanouissait tout simplement. Sa mère ou son épouse pouvaient attendre 2, 3 ou 5 ans pour recevoir la première carte postale de 25 mots censurés, si tant est qu'il en arrivât une. Puis commença la route, et la route fut pour beaucoup pire que la bataille. Les 130 000 défenseurs de Berlin qui capitulèrent le 2 mai sortirent de la ville en colonnes interminables, traversant entre les ruines et les cadavres de la bataille qu'ils venaient de perdre, observés en silence par les femmes berlinoises qui cherchaient parmi les rangs un visage connu. Les 200 000 hommes de la poche de Courlande qui s'étaient rendus invaincus marchèrent vers les ports et les gares convaincus, parce qu'on le leur avait laissé entendre, qu'ils seraient bientôt libérés. Ils mettraient des années à comprendre la supercherie. Les soldats de Schörner capturés en Bohême après le 8 mai parcoururent à pied, en sens inverse, les mêmes chemins par lesquels ils avaient tenté de fuir vers les Américains. Les marches couvraient des centaines de kilomètres avec des rations minimes ou inexistantes. Les prisonniers buvaient dans des flaques d'eau, arrachèrent de l'herbe, des orties et des pommes de terre crues des champs, et la dysenterie se propagea de colonne en colonne dès la première semaine. Quiconque s'effondrait et ne pouvait plus avancer restait en arrière. Et les témoignages concordent pour dire que les traînards furent de fréquemment achevés par les escortes, contre les règlements soviétiques eux-mêmes, dans le chaos brutal de ces semaines. Les vétérans appelleraient ces trajets les marches de la fin de l'Est. Aux marches succédèrent les trains, des wagons de marchandises fermés avec 40, 50 ou 60 hommes à l'intérieur, un trou dans le sol comme latrine, un seau d'eau et des trajets de 2, 3, 4 semaines vers l'Oural, le Kazakhstan ou la Sibérie. À chaque arrêt, on déchargeait les morts. Le sapeur Helmut Wels, capturé à Stalingrad 2 ans auparavant, avait déjà décrit dans ses mémoires cette arithmétique du transport, dans laquelle chaque aube on comptait ceux qui ne se réveillaient plus. Les captifs de 1945 la revécurent à une échelle immensément plus grande. Des dizaines de milliers d'hommes moururent avant d'être enregistrés dans le moindre camp, un détail qui semble bureaucratique et qui, comme nous le verrons, empoisonna pendant un demi-siècle le décompte des morts. Le destin qui attendait au bout du voyage n'était pas, pour la grande majorité, le goulag des prisonniers soviétiques, bien que de l'intérieur des barbelés, la différence fut souvent invisible. Les prisonniers de guerre furent internés dans un réseau parallèle de camps géré par le ministère de l'Intérieur soviétique, le NKVD, de Lavrenti Beria, à travers une direction spécifique, le GUPVI, avec des centaines de camps principaux et des milliers de détachements de travail répartis dans tout le pays. Il suffit de retenir l'essentiel de cette machinerie pour comprendre ce qu'elle signifia pour les Allemands. Le prisonnier ne purgeait pas une peine et devait en théorie être rendu un jour, mais en attendant, il était une unité de travail et sa nourriture dépendait de son rendement. Seule une minorité connut les autres échelons du système, les prisons spéciales de Moscou, comme la Loubianka ou Boutirka, réservées aux généraux, au personnel de l'entourage d'Hitler et aux suspects de crimes de guerre soumis à des interrogatoires interminables, et le goulag proprement dit, où allèrent échouer les condamnés par des tribunaux militaires, presque toujours à 25 ans. Cette distinction, qu'aucun prisonnier ne choisit, déciderait plus tard de qui rentrait chez lui en 1948 et de qui vieillirait derrière les barbelés jusqu'en 1955. Staline avait réclamé à Yalta le travail des prisonniers comme réparation de guerre dans un pays qui avait perdu 27 millions de personnes, et cette décision définit chaque jour de la vie du captif allemand. Les Allemands descendirent dans les mines de charbon du Donbass et de Vorkuta, au-dessus du cercle polaire. Ils abattirent des forêts dans l'Oural et en Sibérie, avec des scies à main et des températures de 40 degrés sous zéro.
Ils tendirent des voies ferrées, dressèrent des barrages, travaillèrent dans des kolkhozes et des briqueteries, et reconstruisirent de leurs mains les villes que leur armée avait détruites: Stalingrad, Kiev, Minsk, Sébastopol. Il y eut une ironie historique à ce que des survivants de la 6e armée déblaient la Stalingrad même où ils avaient été encerclés. À Moscou et dans d'autres villes, des blocs d'habitation construits par des prisonniers conservèrent pendant des décennies le surnom populaire de maisons allemandes. Le système fonctionnait avec des normes de production journalières et la ration était liée au pourcentage de la norme remplie. Le mécanisme créait une spirale mortelle car l'homme affaibli qui n'atteignait pas la norme recevait moins de pain et s'affaiblissait davantage. Les prisonniers apprirent rapidement les règles non écrites de la survie. Chercher des travaux d'intérieur, dans des cuisines, des ateliers ou des infirmeries. Se rendre indispensable comme spécialiste car les ingénieurs, les mécaniciens et les médecins avaient plus de chances de vivre. Former de petits groupes de 2 ou 3 camarades qui partageaient tout et surveillaient mutuellement les signes de la reddition intérieure, car dans les camps, on savait que l'homme qui cessait de se laver et de parler était un homme qui allait mourir. Et l'on mourait par-dessus tout de faim. Les 2 premiers hivers de l'après-guerre coïncidèrent avec une famine générale en Union soviétique qui tua des centaines de milliers de ses propres citoyens. Et dans un pays où le vainqueur avait faim, le vaincu occupait la dernière place de la file. La ration théorique du prisonnier, environ 600 grammes de pain noir et humide, de la soupe claire de choux ou de millet, un peu de poisson salé, arrivait rarement entière dans la gamelle, amputée par le vol à chaque maillon de la chaîne. Les hommes travaillaient à l'air libre avec l'uniforme avec lequel ils avaient été capturés en mai, raccommodés pendant des années. Les infirmeries des camps, tenues en grande partie par des médecins allemands prisonniers qui improvisaient avec rien, se remplirent d'un diagnostic que les Allemands apprirent en russe: dystrophie, l'inanition avancée, suivie de la tuberculose, de la dysenterie, du typhus des poux et du scorbut, contre lequel on administrait des infusions d'aiguilles de pin. La mortalité se concentra de forma abrumadora. La mortalité se concentra de façon écrasante entre 1943 et 1947. Le cas extrême avait été incarné par les hommes de Stalingrad, sur les environ 91 000 qui marchèrent vers la captivité en février 1943. Déjà épuisés, gelés et malades avant de se rendre, l'immense majorité mourut en quelques mois, et à peine 6 000 environ retournèrent en Allemagne. Ce chiffre, 6 000 sur 91 000, se grava dans la conscience allemande et teignit de terreur l'image de toute la captivité soviétique, bien que les captifs de 1945, pris dans de meilleures conditions physiques, eurent des taux de survie beaucoup plus élevés. Combien moururent au total? Aucune question ne tourmenta davantage l'Allemagne d'après-guerre, car derrière la statistique, il y avait des millions de familles qui attendaient. Les archives soviétiques, ouvertes aux historiens depuis les années 90, enregistrent environ 2 400 000 prisonniers allemands comptabilisés dans les camps et environ 356 000 morts, autour de 15%. La grande recherche allemande, la commission dirigée par l'historien Erich Maschke entre 1957 et 1974, qui travailla sans accès aux archives russes, en recoupant des listes de la Wehrmacht et des enquêtes auprès de plus d'1 million de rapatriés, arriva à plus d'1 million de morts et de disparus. La différence ne naît pas de la mauvaise foi, mais de ce que chaque chiffre mesure. Le soviétique ne compte que celui qui arriva vivant pour être enregistré dans un camp, et laisse de côté ceux qui moururent au point de rassemblement, lors des marches et dans les trains, en plus de dizaines de milliers de civils internés qui ne figurèrent jamais comme prisonniers de guerre. L'Allemand inclut parmi les morts de la captivité beaucoup qui étaient en réalité tombés dans les combats finaux sans que personne ne enregistrât leur mort, car dans l'effondrement de 1945, la Wehrmacht n'enterrait plus ni ne notait ses tombées. La recherche moderne situe la vérité entre les deux pôles, avec la certitude que le chiffre soviétique est un plancher et non un plafond. Pour les familles allemandes, ce débat académique avait un visage concret, celui du père ou du fils dont on ne savait s'il figurait dans la colonne des morts ou dans celle de ceux qui pouvaient encore revenir. Jusque bien avancées les années 50, la radio allemande émit des programmes de recherche dans lesquels on lisait des noms, et le service de recherche de la Croix-Rouge allemande accumula des millions de fiches. On montrait aux rapatriés des photographies de disparus,
au cas où il les aurait vus dans un camp, et des hommes tout juste arrivés de l'enfer passaient leur première nuit à la maison à répondre à des lettres de mères inconnues qui demandaient des nouvelles de leur fils. La captivité n'attaquait pas seulement le corps du prisonnier, elle attaquait aussi ses convictions. Et ici, l'expérience allemande acquit une dimension unique. Depuis 1943, les camps comptèrent un appareil de rééducation politique sans équivalent dans la captivité occidentale. Des activistes antifascistes recrutés parmi les prisonniers eux-mêmes, des journaux muraux, des conférences obligatoires et, pour les plus prometteurs, des écoles centrales comme celle de Krasnogorsk près de Moscou, où des communistes allemands exilés comme Walter Ulbricht formaient les cadres d'une future Allemagne différente. Pour le simple soldat, l'antifascisme de camp fut bien souvent moins une conversion qu'une stratégie de survie. Les activistes recevaient une meilleure nourriture, des travaux plus supportables et la promesse de figurer sur les premières listes de rapatriement, et les survivants se rappelleraient avec amertume que certains des rééduqués les plus fervents avaient été peu avant les nazis les plus convaincus du baraquement. Mais il y eut aussi des profondes conversions, et aucune aussi dramatique que celles qui se produisirent au sommet. Le général d'artillerie Walter von Seydlitz-Kurzbach, héros décoré qui à Stalingrad avait exigé de Paulus de rompre l'encerclement contre les ordres d'Hitler, arriva dans la captivité à la conclusion que sauver l'Allemagne exigeait de renverser le régime de l'extérieur. Il présida à partir de septembre 1943 la Ligue des officiers allemands, liée au Comité national pour une Allemagne libre, rédigea des appels à la Wehrmacht et proposa même de former des unités allemandes contre Hitler, que Staline n'autorisa jamais. Le Reich le condamna à mort pour trahison et arrêta sa famille selon le principe de responsabilité de sang. Et lorsqu'il cessa d'être utile, ses hôtes le poursuivirent lui-même comme criminel de guerre et le condamnèrent à 25 ans. Seydlitz, traître pour les uns et marionnette pour les autres, ne rentra en Allemagne qu'en 1955 et passa ses dernières années à défendre son honneur dans un pays qui ne savait que faire de lui. D'autres officiers de Stalingrad suivirent le chemin de la collaboration jusqu'au bout. Le général Vinzenz Müller, qui s'était rendu avec ses troupes dans le désastre de la Biélorussie, et le général Otto Korfes, historien militaire, rentrèrent tôt et allèrent jusqu'à cofonder l'armée de l'Allemagne communiste. Le cas le plus précieux pour Moscou fut, cependant, le plus résistant. Le maréchal Friedrich Paulus, l'homme de Stalingrad, rejeta pendant 1 an et demi toute collaboration, et ce n'est qu'en août 1944, après l'attentat du 20 juillet et l'exécution d'officiers qu'il respectait, qu'il signa son premier appel contre Hitler. En février 1946, il apparut par surprise à Nuremberg comme témoin de l'accusation soviétique, devant la stupeur de Göring et de Keitel, qui le couvrirent de mépris depuis le banc des accusés. Ensuite, il vécut dans une villa surveillée près de Moscou. Une captivité dorée, mais une captivité tout de même, jusqu'à ce qu'en 1953, on lui permit de s'installer à Dresde, en Allemagne orientale, où il mourut en 1957, transformé en un fantôme encombrant pour les deux Almas, sans avoir revu son épouse, décédée à l'Ouest en 1949, alors qu'il était toujours retenu. Les rapatriements commencèrent dès 1945 avec les Invalides, et s'accélérèrent entre 1946 et 1948, à mesure que le vainqueur rendait les hommes qui ne pouvaient plus travailler puis les autres. En 1949, Moscou annonça qu'il avait libéré les derniers prisonniers de guerre. C'était une demi-vérité qui cachait une tragédie. Restaient derrière des dizaines de milliers d'hommes condamnés dans des procès sommaires comme criminels de guerre, coupables réels de crimes atroces, mélangés dans la même catégorie, avec des condamnés pour des accusations génériques, tous avec des peines de 25 ans, dispersés entre Vorkuta et la Sibérie. Parmi eux se trouvait Rochus Mich, le sergent de la SS, qui avait été téléphoniste du bunker d'Hitler. Arrêté le 2 mai 1945, alors qu'il tentait de s'échapper de Berlin, il fut emmené à la Loubianka, où les interrogateurs, obsédés par la mort d'Hitler et la possibilité qu'il se fût échappé, le soumirent à des tortures pour lui arracher chaque détail des derniers jours du bunker. Après, il passa des années dans des camps de travail, un de plus parmi les derniers retenus.
sa libération et celle d'environ 10 000 comme lui, n'arriva que lorsqu'en septembre 1955, le chancelier Konrad Adenauer voyagea à Moscou et accepta d'établir des relations diplomatiques en échange du retour des derniers captifs. Cet automne-là, l'Allemagne vécut l'une des scènes fondatrices de son après-guerre. Les trains arrivant au camp de transit de Friedland, en Basse-Saxe, au milieu de foules qui brandissèrent des pancartes avec des photographies de disparus. Des hommes vieillis, avec des manteaux matelassés soviétiques, descendant dans un pays divisé qui avait changé de siècle sans eux. Des épouses qui ne reconnaissaient pas leur mari, des fils de 11 ans qui voyèrent leur père pour la première fois. Les Allemands les appelèrent Heimkehrer, ceux qui rentrent chez eux, et leur retour, 10 ans et demi après la fin de la guerre, clôtura enfin le chapitre de la captivité. Mais pour d'autres millions d'Allemands, ceux qui n'ont jamais porté l'uniforme, l'après-guerre avait écrit entre-temps sa propre histoire de perte, et c'est vers elle que nous devons maintenant tourner notre regard. Les Allemands qui n'ont jamais été soldats, expulsion, déportation et épuration ethnique. Alors que les soldats marchaient vers l'Est, une autre Allemagne entière se mettait en mouvement en direction contraire, chargeant sa vie dans une valise. Ce n'étaient pas des combattants, c'étaient des paysans de Silésie, des artisans de Bohême, des vignerons du Danube, des institutrices de Prusse orientale, des vieillards, des femmes et des enfants dont les familles vivèrent depuis des siècles en Europe de l'Est, beaucoup d'entre elles hors des frontières de toute Allemagne qui n'eût jamais existé. Entre 1944 et 1950, entre 12 et 14 millions d'Allemands ethniques ont été déracinés dans la plus grande migration forcée de l'histoire européenne. Leur destin s'est décidé, en grande partie, à une table de conférence à laquelle aucun Allemand ne fut invité. Au palais de Cäcilienhof, à Potsdam, entre le 17 juillet et le 2 août 1945, les vainqueurs ont convenu que l'Allemagne perdrait près d'un quart de son territoire de 1937. La Silésie, la Poméranie orientale et la majeure partie de la Prusse orientale passeraient à la Pologne et Königsberg à l'Union soviétique. Le 13e article de l'accord ajoutait la conséquence humaine avec une phrase d'apparence technique et de portée dévastatrice. Les populations allemandes de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie seraient transférées en Allemagne de manière ordonnée et humaine. Pour les millions de personnes touchées, cette formule légalisait ce qui se passait déjà de manière tout sauf ordonnée et humaine, et traçait une frontière que l'historiographie maintient depuis lors, celle qui sépare les expulsions sauvages du printemps et de l'été 1945, exécutées par des milices et des autorités locales avant Potsdam, des transferts organisés en train depuis 1946, durs, mais incomparablement moins mortels. Nulle part les Allemands n'ont vécu cette séquence avec plus de violence qu'en Tchécoslovaquie. Les Allemands des Sudètes, plus de 3 millions de personnes installées en Bohême et en Moravie depuis le Moyen-Âge, avaient accueilli majoritairement avec enthousiasme l'annexion au Reich en 1938. Et cette culpabilité collective, réelle pour certains, attribuée à tous, est tombée sur eux en mai 1945 sans distinction de personne. Les décrets du président Edvard Beneš les ont dépouillés en bloc de la citoyenneté et de leurs biens, à l'exception seulement des antifascistes accrédités. Mais avant toute procédure est venue la vengeance. À Prague, après l'insurrection de mai, des civils allemands ont été lynchés, brûlés vifs et pendus aux lampadaires. Fin mai, environ 27 000 Allemands de Brno, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards, parce que les hommes étaient morts, captifs ou disparus, ont été sortis de chez eux en une seule nuit et contraints de marcher à pied jusqu'à la frontière autrichienne. Lors de cette marche de la mort de Brno et de l'internement ultérieur, des centaines, peut-être des milliers de personnes sont mortes, beaucoup de dysenterie. Le 31 juillet, après une explosion à Ustinad-Labem attribuée sans preuve à des saboteurs allemands, une foule a jeté dans l'Elbe depuis le pont des civils allemands, y compris des mères avec leurs enfants. Une commission conjointe d'historiens tchèques et allemands chiffrerait des décennies plus tard entre 15 000 et 30 000 le nombre d'Allemands morts par violence, suicide et internement en Tchécoslovaquie, corrigeant à la baisse des estimations anciennes très supérieures, sans atténuer la nature de ce qui s'était passé.
les survivants ont attendu leur expulsion, marqués de brassards blancs, soumis à des rations réduites et au travail obligatoire, jusqu'à ce que, à partir de janvier 1946, des transports organisés les mènent vers les zones d'occupation américaine et soviétique. Fin 1947, 800 ans de présence allemande en Bohême avaient cessé d'exister. Dans les villages vidés sont restés les cimetières avec des pierres tombales en allemand et dans de nombreux foyers expulsés, la clé d'une maison où personne ne retournerait jamais, gardée pendant des générations. Pour les Allemands des provinces orientales du Reich lui-même, la catastrophe avait commencé avant même la fin de la guerre, et nous l'avons déjà vu commencer. La fuite sur la glace de l'hiver 1945, les chariots sur la lagune gelée de la Vistule, les naufrages de la Baltique. Ceux qui n'ont pas pu fuir ont connu le passage du front, réquisition, déportation d'hommes et de femmes à l'intérieur de l'URSS comme main-d'œuvre et viols massifs que toutes les sources documentent et qui ont marqué une génération de femmes allemandes condamnées pendant des décennies au silence. À Königsberg, la ville de Kant, environ 100 000 civils allemands ont survécu au siège d'avril 1945 et se sont retrouvés piégés dans ce qui est devenu en 1946 Kaliningrad. Sans statut, sans approvisionnement prioritaire, ils ont survécu en mendiant et en travaillant pour les nouveaux occupants jusqu'à ce que la famine de 1946 et 1947 les décime. Les 25 000 derniers ont été déportés vers l'Allemagne occupée entre 1947 et 1948, et avec eux a disparu à jamais la Prusse orientale allemande. En Silésie et en Poméranie, transférés à la Pologne, les Allemands ont d'abord vécu les expulsions sauvages de 1945, lorsque les nouvelles autorités ont vidé des bandes entières le long de l'Oder pour créer des faits accomplis avant Potsdam, puis la longue attente des transferts organisés, transformés entre-temps en une population sans droit, dépossédée de maisons et de fermes qui étaient attribuées à des colons polonais arrivés, dans un croisement tragique de destin, des territoires que la Pologne perdait à son tour à l'Est. Des milliers d'Allemands considérés comme suspects ou simplement utiles sont passés par des camps d'internement comme Lambsdorff ou Zgoda à Świętochłowice, où le typhus, la faim et les mauvais traitements ont causé une mortalité très élevée. Entre 1946 et 1949, les trains de l'opération dite Hirondelle ont emmené vers l'ouest des millions de Silésiens et de Poméraniens avec 40 kilos de bagages par personne. Une expulsée de Breslau se souviendrait que la dernière chose qu'elle a vue de sa ville était le nouveau nom, Wrocław, tout juste peint sur le panneau de la gare. Plus au sud, la communauté allemande qui a payé le prix proportionnellement le plus élevé a été celle de Yougoslavie. Un demi-million de Souabes du Danube, descendants des colons amenés dans le Banat et la Batchka au XVIIIe siècle. Une partie avait collaboré avec l'occupation, y compris la division de la Waffen-SS Prinzregent, coupable de crimes atroces contre la population serbe, et la facture a été payée par l'ensemble. En novembre 1944, les nouvelles autorités de Tito ont privé collectivement de droits et de biens la minorité allemande. Des milliers d'hommes ont été fusillés dans les semaines de la libération, des dizaines de milliers de jeunes des deux sexes ont été déportés en Union soviétique, et le reste, pour la plupart des vieillards, des femmes et des enfants, a été interné dans leur propre village, transformé en camps fermés, comme Rudolfsgnad, Gakowo ou Molidorf, où entre 1945 et 1948, la faim et le typhus ont tué des dizaines de milliers de personnes. On estime qu'environ un quart des Allemands qui restaient en Yougoslavie à la fin de la guerre n'ont pas survécu. Les autres ont émigré dans les années suivantes jusqu'à l'extinction pratique de la communauté. En Roumanie et en Hongrie, les Allemands ont connu une autre variante du destin commun. La déportation de travail direct vers l'Union soviétique, décidée par un ordre du Comité de défense de l'État soviétique de décembre 1944, qui mobilisait tous les Allemands ethniques en âge de travailler des pays occupés par l'Armée rouge. En janvier 1945, des dizaines de milliers de Saxons de Transylvanie et de Souabes du Banat, et un nombre comparable d'Allemands de Hongrie, ont été arrêtés maison par maison, des hommes de 17 à 45 ans et des femmes de 18 à 30 ans,
et embarqués dans des trains vers les mines du Donbass et de l'Oural sous l'euphémisme de travaux de reconstruction. De Roumanie seule sont partis environ 70 000. Beaucoup étaient des jeunes filles qui n'avaient jamais eu aucun rapport avec la politique et qui ont passé jusqu'à 5 ans dans les camps. Environ 15% ne sont pas rentrés. Une de ces histoires, celle des déportés du village transylvain de la mère de Herta Müller, finirait par se transformer des décennies plus tard, sous la plume de la prix Nobel, en la mémoire littéraire d'une tragédie presque oubliée. La Hongrie, expressément incluse dans l'article de Potsdam, a en outre transféré environ 200 000 de ses Allemands vers l'Allemagne occupée entre 1946 et 1948. La Roumanie, paradoxalement, n'a pas expulsé sa minorité, qui était restée dépossédée et discriminée, et s'est éteinte par émigration au cours des décennies suivantes. En additionnant tous les flux, la fuite, les expulsions sauvages, les transferts de Potsdam et les déportations de travail, entre 12 et 14 millions d'Allemands ont perdu leur foyer. Combien ont également perdu la vie a été pendant des décennies l'objet d'une douloureuse guerre de chiffres. La statistique officielle allemande des années 50 a parlé de plus de 2 millions de morts et de disparus, calculés par des bilans de population pleins d'incertitudes. La recherche moderne fondée sur des morts documentées situe les victimes directement attribuables à la fuite, aux expulsions et aux internements dans une fourchette de 500 000 à 600 000, sans que le débat soit clos, car des centaines de milliers de destins individuels restent non éclaircis, des ombres dans les fichiers du service de recherche, aux côtés de ceux des soldats disparus. Ce qu'aucun chiffre ne reflète, c'est l'ampleur de ce qui a été éteint. Des communautés de 600 et 800 ans d'histoire, avec leurs dialectes, leurs églises, leurs écoles et leurs cimetières, effacés d'Europe de l'Est en un lustre. Et puis, il y a eu l'arrivée. Car ces millions de déracinés ont débouché dans une Allemagne réduite, bombardée, occupée et affamée, qui devait les absorber précisément lorsqu'elle avait le moins à donner. Beaucoup, il convient de le souligner, n'avaient jamais vécu à l'intérieur de l'Allemagne. Les Saxons de Transylvanie ou les Souabes du Danube étaient des Allemands de langue et de culture, mais des sujets historiques de la Hongrie, de l'Autriche ou de la Yougoslavie, et ils arrivaient dans une prétendue patrie qu'ils ne connaissaient pas et où leur accent sonnait étranger. Dans les villages de Bavière et du Schleswig-Holstein, les expulsés ont été logés par réquisition dans les maisons de paysans locaux qui les ont reçus comme des intrus et des concurrents pour le pain et le logement. On les appelait péjorativement les gens au baluchon, et les mariages entre autochtones et expulsés ont été pendant des années une rareté. En 1950, un habitant sur 6 de la République fédérale était un expulsé de l'Est. Le fait que cette masse de dépossédés ne soit pas devenue le bouillon d'un nouveau revanchisme est l'un des faits les plus remarquables de l'après-guerre européenne. La loi de compensation des charges de 1952 a redistribué une partie de la richesse vers eux, le miracle économique leur a donné du travail, et leurs propres organisations ont proclamé en 1950, dans la charte de Stuttgart, la renonciation à la vengeance et aux représailles. L'intégration a été lente, imparfaite et traversée de silence, mais elle a eu lieu. Et ainsi, vers le milieu des années 50, les deux grandes blessures ouvertes en 1945 se sont refermées presque en même temps. À Friedland descendaient des trains les derniers prisonniers renvoyés par Moscou, et dans les nouveaux quartiers de la République fédérale, les expulsés de Silésie et de Bohême accrochaient au mur la photographie d'une maison qui appartenait déjà à d'autres. L'Allemagne avait payé l'effondrement du Troisième Reich non seulement avec ses villes en ruine et ses soldats morts, mais avec une décennie d'hommes absents, avec des millions de familles mutilées par l'attente et avec la disparition de tout un monde allemand à l'est de l'Oder, dont il ne reste aujourd'hui que les cimetières, les archives et la mémoire. Le retour impossible, les derniers prisonniers. Le 13 août 1945, à peine 3 mois après la capitulation, le Conseil des commissaires du peuple soviétique a approuvé le premier ordre de rapatriement massif de prisonniers allemands. 708 000 hommes devaient être libérés pour incapacité au travail. Ce n'était pas un geste humanitaire et les documents internes ne le dissimulent pas. Les commissions médicales des camps classaient chaque prisonnier en 4 catégories d'aptitude au travail et ceux qui tombaient dans la 4e, celle des dystrophiques irrécupérables, cessaient d'être un actif pour devenir une charge alimentaire.
Les renvoyer en Allemagne était, dans la comptabilité du système, une opération d'assainissement. La conséquence pour l'Allemagne a été que les premiers rapatriés de l'Est qui ont foulé son territoire n'étaient non pas un échantillon représentatif de la captivité, mais sa sélection la plus dévastatrice. Des hommes de 25 ans qui pesaient 40 kilos, des tuberculeux en phase terminale, des mutilés, des aveugles par avitaminose. Beaucoup sont morts dans les camps de transit avant d'arriver chez eux ou dans les semaines suivantes. Cette première image, statistiquement biaisée mais émotionnellement décisive, a fixé dans l'opinion publique allemande pendant les 10 années suivantes l'équation entre captivité soviétique et mort, et explique pourquoi les familles des disparus ont vécu l'attente avec une panique qu'aucun chiffre officiel ultérieur n'a réussi à dissiper. Les camps de transit par lesquels ils sont passés ont été des institutions allemandes de première grandeur, et il convient de les nommer car c'est par eux qu'a passé la quasi-totalité de cette histoire. Friedland, dans la zone britannique, près de Göttingen, ouvert le 20 septembre 1945 sur des terrains de la faculté d'agronomie, est devenu la porte principale. Jusqu'en 1950, plus d'1,5 million de personnes l'ont traversé entre rapatriés, expulsés et réfugiés. Dans la zone soviétique, le point équivalent a été Groenenfeld, près de Francfort-sur-l'Oder, par où sont entrés environ 1,2 million retournés. À Friedland, les arrivants recevaient un examen médical, un repas chaud que les médecins rationnaient délibérément car la renutrition rapide tuait les dystrophiques, des vêtements civils, 20 marks et un certificat de libération. Ils recevaient également un interrogatoire. Les services de renseignement occidentaux, et en particulier l'organisation Gehlen, embryon du futur service secret fédéral, ont compris très tôt que chaque rapatrié était une source d'information sur la géographie industrielle et militaire soviétique, et ont systématisé le débriefing des retournés dans l'opération dite Hermes. Des milliers d'anciens prisonniers ont décrit de mémoire la localisation d'usines, de mines, d'aérodromes et de complexes industriels qu'ils avaient construits de leurs propres mains. Aucun d'eux n'avait imaginé que leur travail forcé finirait par être converti en cartographie de la guerre froide. Entre 1946 et 1947, les rapatriements ont atteint leur rythme maximal. À la fin de 1947, environ 1 million de prisonniers de l'Est étaient rentrés, et l'Union soviétique a annoncé que l'opération s'achèverait fin 1948. Mais l'arithmétique allemande ne correspondait pas à la soviétique, et cette divergence est devenue le grand problème politique de la décennie. Le service de recherche de la Croix-Rouge allemande, dont le siège est à Munich, et le Bureau fédéral d'information sur les pertes de la Wehrmacht avaient déjà accumulé des millions de fiches, et leur recoupement montrait qu'il manquait des centaines de milliers d'hommes dont la capture était attestée. En 1947 et 1948, la Croix-Rouge allemande a publié les volumes de recherche, des catalogues géants avec des photographies de disparus classés par unité et a organisé des expositions itinérantes de panneaux avec des photographies d'enfants perdus et de soldats disparus qui ont parcouru les villes allemandes. Ces livres et ces panneaux ont été pendant des années la seule procédure réelle d'information. Les rapatriés les parcouraient en désignant des visages qu'ils croyaient avoir vus dans tel camp ou telle colonne, et chaque identification positive était transmise à une famille. Le système, artisanal et désespéré, a enregistré des dizaines de milliers de réussites et également d'innombrables faux espoirs. Le destin des personnes retenues a changé de nature juridique en 1949 et ce changement a été la décision politique la plus dommageable de toute l'après-guerre pour les prisonniers allemands. Face à une pression internationale croissante et à son propre engagement de terminer les rapatriements, l'Union soviétique a opté pour transformer des dizaines de milliers de prisonniers de guerre en criminels condamnés. Entre fin 1947 et 1950, des tribunaux militaires soviétiques ont jugé et condamné environ 26 000 Allemands dans des procès qui duraient rarement plus de 20 minutes, avec des avocats nominaux et des peines rédigées à l'avance, en appliquant l'article 58 du Code pénal de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, le même employé contre les citoyens soviétiques pour des délits contre-révolutionnaires. La peine standard était de 25 ans de travaux forcés, substitut de la peine de mort après son abolition formelle en 1947.
Dans cette masse de condamnés ont été délibérément mélangées deux populations incomparables. D'une part, des auteurs avérés de crimes atroces, des commandants d'unités responsables de représailles, des exécuteurs de la politique de la terre brûlée, des membres d'unités de police impliqués dans des assassinats de masse. D'autre part, des hommes condamnés par des formules génériques et sans base individuelle, comme le fait d'avoir appartenu à une unité ayant combattu en territoire soviétique ou d'avoir conduit un camion de ravitaillement. En déclarant le 4 mai 1950 que le rapatriement des prisonniers de guerre était achevé et qu'il ne restait que des criminels de guerre condamnés, Moscou a fermé d'un coup la voie humanitaire. Sur des délinquants jugés par des tribunaux souverains, aucune négociation n'était possible. Pour les familles allemandes, cette annonce a signifié que leur mari ou leur fils cessait d'être un captif à réclamer pour devenir un criminel dont il fallait avoir honte. Beaucoup d'entre elles ont alors découvert qu'elles ne pouvaient même pas savoir s'ils figuraient parmi les condamnés, car les listes étaient incomplètes et arrivaient au compte-gouttes par l'intermédiaire des rapatriés. L'aviateur Erich Hartmann incarne avec précision documentaire ce que signifiait cette machinerie. Pilote de chasse avec 352 victoires aériennes confirmées, le plus grand nombre de l'histoire de l'aviation, il s'est rendu le 8 mai 1945 aux troupes américaines en Tchécoslovaquie, avec les pilotes et le personnel au sol de son unité, ainsi que les civils allemands qui s'étaient réfugiés avec eux. Les Américains les ont livrés aux Soviétiques quelques jours plus tard. Hartmann a été accusé en 1949 de crimes de guerre pour avoir détruit, selon l'accusation, des avions soviétiques et des biens de l'État soviétique, et condamné à 25 ans. Sa captivité a été une lutte continuelle. Il a refusé de collaborer avec les officiers politiques, a rejeté les offres de travailler dans l'aviation soviétique ou dans la future force aérienne de l'Allemagne de l'Est, et a participé à la grève et à la mutinerie de prisonniers du camp de Shakhty en 1955, après quoi il a passé de longues périodes en cellule d'isolement. Sa mère et son épouse Ursula, avec qui il n'avait vécu que quelques mois avant la guerre, ont mené en Allemagne des campagnes de rédaction de lettres au gouvernement fédéral pour sa libération. Un phénomène qui s'est multiplié ces années-là à travers les comités de famille. Hartmann est rentré en 1955 après 10 ans et demi de captivité. Son fils, né après sa capture, était mort à l'âge de 3 ans sans que son père n'arrive jamais à le connaître. Il est entré dans la nouvelle Bundeswehr, a commandé le premier escadron de chasse à réaction de la République fédérale et jusqu'à sa mort, en 1993, a insisté publiquement sur deux idées inconfortables pour son époque. Que sa condamnation avait été une farce et qu'il avait appris à distinguer entre le système qui l'avait enfermé et les gardiens et civils russes qui, à l'occasion, avaient là partagé avec lui le peu qu'ils avaient. En 1997, 4 ans après sa mort, le parquet général de la Fédération de Russie l'a formellement réhabilité, déclarant sa condamnation illégale. Le cas de Rochus-Mich permet de suivre le même processus depuis la base de la hiérarchie et depuis le cœur symbolique du régime. Sous-officier de la SS, téléphoniste et garde du corps d'Hitler, il a survécu au bunker de la chancellerie et a été capturé le 2 mai 1945 en essayant de s'échapper par les tunnels du métro. Sa valeur pour les soviétiques n'était pas militaire mais informative. Staline se méfiait de la version du suicide d'Hitler et Mich a été l'un des témoins directs les plus interrogés de toute la guerre. Il est passé par la Loubianka et par Butyrka, a décrit dans des entretiens ultérieurs des interrogatoires nocturnes, la privation de sommeil et les mauvais traitements destinés à lui faire avouer que Hitler s'était échappé et a également été condamné à 25 ans. Il a ensuite travaillé dans des camps du système de Vorkuta et à la reconstruction, et n'est rentré qu'en 1953, parmi les rapatriés postérieurs à la mort de Staline. À Berlin, il s'est retrouvé face à une situation qui illustre le coût social de l'absence. Son épouse Gerda avait été déclarée veuve, sa fille Brigitte avait 9 ans et ne le reconnaissait pas, et la famille de sa femme l'avait donné pour mort. Mich a ouvert une petite entreprise de peinture et de décoration à Berlin et pendant des décennies, il a gardé le silence. Ce n'est qu'à partir des années 90, devenu âgé, qu'il a commencé à accorder des entrevues et qu'il a publié ses mémoires en 2008. Son témoignage est historiographiquement précieux et en même temps problématique, et c'est ainsi que les historiens le traitent.
Il a apporté des détails vérifiables sur les derniers jours du bunker. Mais il a maintenu jusqu'à la fin une loyauté personnelle envers Hitler qu'il n'a jamais totalement remise en question. Et ce n'est que dans sa vieillesse qu'il a découvert, selon ses dires, que son épouse était d'origine juive et que sa belle famille avait été déportée. Il est mort à Berlin en 2013, à l'âge de 96 ans, comme le dernier témoin vivant du bunker. À l'extrême opposé de l'échelle militaire, le maréchal Friedrich Paulus a vécu une captivité qui a été à la fois un privilège et une condamnation. Après sa comparution comme témoin de l'accusation soviétique à Nuremberg en février 1946, où il a témoigné pendant 2 jours sur la planification de l'agression contre l'Union soviétique face à l'hostilité ouverte de Göring et Keitel, Paulus a été installé dans une datcha surveillée à Ilinskoï, près de Moscou, avec un service domestique et des soins médicaux, mais sans liberté de mouvement ni correspondance normale. Son épouse Elena Constance, d'origine roumaine, est morte à Baden-Baden en 1949 sans l'avoir revue. Son fils Friedrich était tombé à Anzio en 1944. Son autre fils, Ernst Alexander, a été arrêté par la Gestapo après l'attentat du 20 juillet en application du principe de responsabilité familiale. Paulus a demandé à plusieurs reprises son retour et ne l'a obtenu qu'en octobre 1953, après la mort de Staline. Il s'est installé à Dresde, en République démocratique allemande, avec un chalet, une voiture officielle et un assistant qui était également son gardien, et a été employé comme inspecteur civil de l'Institut de recherche historico-militaire de la RDA. Il a consacré ses dernières années à défendre sa conduite à Stalingrad dans des écrits et des conférences, soutenant qu'il avait obéi aux ordres jusqu'à la limite du possible. Et il est allé jusqu'à déclarer publiquement qu'il avait combattu pour l'Allemagne et qu'il était disposé à servir la cause socialiste. Il est mort à Dresde le 1er février 1957 d'une sclérose latérale amyotrophique. Ses restes ont été transférés à Baden-Baden pour être enterrés aux côtés de son épouse. Sa figure est restée piégée entre 2 rejets. En République fédérale, on le considérait comme le maréchal qui avait trahi ses hommes en collaborant avec l'ennemi. En RDA, il a été toléré sans jamais être pleinement assumé. Walter von Seydlitz-Kurzbach a été le cas le plus brutalement paradoxal de tous. Président de la Ligue des officiers allemands depuis septembre 1943, il avait rédigé des appels à la Wehrmacht, parlé par haut-parleurs sur le front et proposé à Moscou de former des unités allemandes contre Hitler, proposition qui fut rejetée. Le régime nazi l'a condamné à mort par contumace pour haute trahison en avril 1944, a exproprié ses biens et a appliqué la responsabilité du sang à sa famille. Quand la guerre s'est terminée et que son utilité propagandiste s'est épuisée, ses hôtes l'ont traité comme n'importe quel autre. Il a été arrêté, maintenu en isolement à Boutirka pendant de longues périodes et condamné en juillet 1950 à 25 ans comme criminel de guerre, avec des accusations liées aux opérations de son corps d'armée. Il a été libéré en octobre 1955 parmi les derniers contingents. Son retour en République fédérale a été amer. Une bonne partie de la société et des anciens camarades le considéraient comme un traître. Il n'a pas touché de pension de général pendant des années et a dû intenter un procès pour obtenir sa réhabilitation. La condamnation à mort nazie lui a été formellement annulée par un tribunal allemand en 1956, mais la réparation complète de sa réputation n'est intervenue que bien plus tard. Le parquet russe a annulé sa condamnation soviétique en 1996, alors qu'il était déjà décédé. Il est mort à Brême en 1976. Ses mémoires et sa correspondance montrent un homme convaincu d'avoir agi pour l'Allemagne et puni successivement par les 2 camps qui prétendaient la représenter. Bien différent a été l'itinéraire de ceux qui sont rentrés tôt et ont collaboré jusqu'à la fin. Le général Vinzenz Müller, qui s'était rendu lors de la catastrophe de Biélorussie en juillet 1944 et avait ordonné par écrit au reste de son armée de déposer les armes et rentrer en Allemagne en 1948 et s'est intégré dans la zone soviétique. Il a été député, a participé à la création de la police populaire casernée et est devenu chef de l'état-major de l'armée populaire nationale de la RDA avec le grade de lieutenant-général. Sa carrière s'est achevée en 1958
et il est mort le 12 mai 1961 en tombant de la terrasse de sa maison à Berlin, dans des circonstances officiellement qualifiées de suicide et qui n'ont jamais été entièrement élucidées. Le général Otto Korfes, commandant de la 295e division d'infanterie capturée à Stalingrad le 30 et 1 janvier 1943, historien militaire de formation et archiviste de profession avant la guerre, a été l'un des premiers généraux à rejoindre le Comité national pour une Allemagne libre. Il est rentré en 1948, a dirigé pendant un temps les archives d'État en RDA et a participé à la construction de la nouvelle armée, bien qu'il ait fini marginalisé et qu'il ait fait l'objet d'une enquête de la sécurité de l'État, et il est mort à Potsdam en 1964. Les deux cas illustrent une règle de la captivité. La collaboration pouvait raccourcir l'enfermement, mais elle ne garantissait ni la confiance des nouveaux maîtres, ni le respect des compatriotes. L'irruption de la guerre froide a transformé les prisonniers en instruments diplomatiques. La République fédérale, fondée en 1949, a fait de leur libération une affaire d'État sans disposer de relations avec Moscou. Konrad Adenauer a soulevé la question devant les puissances occidentales à chaque occasion possible. Le Bundestag a adopté des résolutions unanimes, les églises catholiques et évangéliques ont organisé des journées de prière pour les captifs. Et en 1950 a été fondée l'Association des rayés, prisonniers de guerre et familles de disparus, qui a dépassé le demi-million d'adhérents et est devenu un groupe de pression décisif, avec son slogan constant selon lequel aucun disparu ne devait être oublié. L'ONU est intervenue. En 1950, l'Assemblée générale a créé une commission ad hoc sur les prisonniers de guerre, que l'Union soviétique a refusé de reconnaître. En République démocratique allemande, en revanche, le thème a été systématiquement réduit au silence. Le récit officiel soutenait que l'Union soviétique avait traité les prisonniers avec humanité et que ceux qui restaient retenus étaient des criminels fascistes justement condamnés. Les rapatriés qui arrivaient à Grönefeld étaient accueillis par des actes politiques et classés avec défiance. Beaucoup ont été surveillés et à partir de 1950, la Stasi a considéré les rapatriés tardifs comme un groupe à risque, susceptible d'avoir été recruté par les services soviétiques ou de diffuser de la propagande hostile par le simple fait de décrire ce qu'il avait vécu. La mort de Staline, le 5 mars 1953, a ouvert la première fissure réelle. Dans le cadre de la déstalinisation et de la chute de Beria, exécutée en décembre de cette année-là, la nouvelle direction soviétique a commencé à libérer des contingents par des amnisties successives. En 1953 et 1954, plusieurs milliers de condamnés sont rentrés, parmi lesquels Rochus Mich, et les premiers gestes ont été faits envers des personnalités significatives comme Paulus. Mais le déblocage définitif nécessitait un accord politique de haut niveau, et celui-ci est intervenu en 1955, dans un contexte très précis. La République fédérale avait recouvré sa souveraineté en mai de cette année-là et était entrée dans l'OTAN, et Moscou, soucieux de consolider le statu quo européen et d'ouvrir des relations avec Bonn, a adressé une invitation officielle au chancelier le 7 juin 1955. La visite d'Adenauer à Moscou, du 8 au 14 septembre 1955, a été l'un des épisodes diplomatiques les plus tendus de l'après-guerre allemande. Le chancelier, âgé de 79 ans, a voyagé avec une délégation de plus de 100 personnes, incluant le ministre des Affaires étrangères Heinrich von Brentano, et des experts tels que Wilhelm Greve et Herbert Blankenhorn, et avec un mandat intérieur clair: pas de prisonniers, pas de relations. Les soviétiques, menés par Boulganin et Khrouchtchev, avec Molotov comme responsable des affaires étrangères, ont posé l'équation inverse. D'abord les relations, et seulement ensuite, et comme décision souveraine, un éventuel geste sur les condamnés. Les négociations ont failli rompre à plusieurs reprises. Khrouchtchev a accusé les Allemands d'avoir tué des millions de citoyens soviétiques. Adenauer a répondu en rappelant que la Wehrmacht avait également été attaquée. Et l'échange a dérivé en une discussion historique sur le pacte germano-soviétique de 1939 qui a paralysé la table. À un moment critique, la délégation allemande a ordonné de préparer le train du retour.
Le déblocage est venu par des voies informelles, des conversations en marge du protocole, la médiation d'intermédiaires et, selon les récits des participants, une décision personnelle de Khrouchtchev. L'accord final a été juridiquement insolite. Aucun document sur les prisonniers n'a été signé. Adenauer a accepté d'établir des relations diplomatiques en échange d'une promesse verbale, renforcée par une déclaration unilatérale allemande qui réservait la position juridique sur les frontières et sur la représentation exclusive du peuple allemand. Le chancelier est rentré à Bonn conscient des critiques qui allaient s'abattre sur lui. Il avait reconnu de facto un État qui occupait le territoire allemand et maintenait le pays divisé. Et il l'avait fait en se fiant à une parole. Sa justification a toujours été la même, et il l'a répétée au Bundestag. Il ne pouvait subordonner un principe juridique à la vie de 10 000 hommes. Les Soviétiques ont tenu promesse rapidement. Le 28 septembre 1955, le Présidium du Soviet suprême a émis le décret de libération des Allemands condamnés et entre octobre 1955 et janvier 1956. Environ 9 626 prisonniers et environ 20 000 civils allemands retenus sont rentrés, y compris des internés des territoires orientaux. Les transports arrivaient à Erleshausen, sur la frontière interallemande, et de là à Friedland. La cloche de Friedland, installée en 1957 et fondue avec des dons, et la croix de Friedland, érigée sur la colline, sont devenus les symboles matériels de ce moment. Les nouveaux arrivants étaient enregistrés par le service de recherche et soumis, avec leur consentement, à un interrogatoire systématique sur les disparus. Chacun était invité à examiner des listes et des photographies, et de ce travail sont sortis des dizaines de milliers d'éclaircissements de destin que les commissions allemandes intégreraient ensuite dans leurs archives. Des données que l'Allemagne ignorait sont également arrivées avec eux, la localisation de camps, l'existence de cimetières de prisonniers, et la confirmation de décès survenus des années auparavant. La réinsertion des rapatriés a été un problème social de premier ordre et est beaucoup mieux documenté qu'on ne le croit généralement, car l'État fédéral l'a étudié à fond. La législation a été considérable. La loi d'aide aux rapatriés de 1950, la loi fédérale d'aide aux victimes de 1950 et surtout la loi d'indemnisation des rapatriés de 1954 qui a établi des compensations financières échelonnées selon les mois de captivité, avec un supplément spécifique pour les personnes retenues après 1946. La médecine allemande a défini un tableau clinique propre, la prétendue maladie des rapatriés ou dystrophie tardive, décrite dans des études telles que celles du professeur Kurt Gauger et dans les travaux ultérieurs de l'école de médecine psychosomatique de Heidelberg. Les anciens prisonniers présentaient des taux anormalement élevés d'ulcères gastriques, de troubles cardiovasculaires, de vieillissement prématuré, d'insomnie chronique, de dépression et de ce que l'on classerait aujourd'hui comme stress post-traumatique. Les études de suivi menées dans les années 60 et 70 ont montré que les rapatriés tardifs avaient une mortalité significativement supérieure à celle de leurs contemporains et un taux d'invalidité professionnelle disproportionné. Socialement, les conséquences ont été tout aussi dures. Les tribunaux allemands avaient permis de déclarer morts les disparus et des milliers d'épouses s'étaient remariées de bonne foi. Les statistiques de divorce de l'après-guerre ont enregistré un pic attribuable en partie au retour d'hommes dans des foyers qui n'existaient plus. Les enfants, nés avant le départ ou pendant les dernières permissions, se trouvaient face à des pères inconnus qui tentaient d'exercer une autorité que personne ne leur reconnaissait. La littérature et le cinéma allemand ont immédiatement enregistré le phénomène. Le drame radiophonique de Wolfgang Borchert sur le soldat Beckmann, créé en février 1947, à peine un jour après la mort de son auteur, est devenu le texte canonique du rapatrié qui frappe aux portes et n'en trouve aucune d'ouverte. Il y a eu aussi des retours que la société allemande a accueillis sans aucune émotion. Le maréchal Ferdinand Schörner, le dernier commandant en chef de l'armée de terre et l'homme qui avait abandonné 900 000 soldats en Bohême en fuyant en avion avec des vêtements civils, est rentré de la captivité soviétique en 1955 après avoir été condamné à 25 ans et en avoir purgé 10. En Allemagne, il n'a pas été traité comme une victime. Les anciens soldats le détestaient pour sa justice expéditive et en 1957,
Un tribunal de Munich l'a condamné à 4 ans et demi de prison pour homicide dans une affaire relative à l'exécution sommaire de subordonnés. Il a été le seul maréchal de camp d'Hitler emprisonné par la justice allemande. Il est mort à Munich en 1973, pratiquement isolé. Son cas démontre que la mémoire de la captivité n'a pas fonctionné comme un laissez-passer automatique. La société allemande a distingué, du moins dans certains cas, entre la souffrance subie et la responsabilité contractée. À la clôture des transports en janvier 1956, le dossier le plus douloureux restait ouvert: les disparus. Le Bureau fédéral d'information sur les pertes et le service de recherche de la Croix-Rouge maintenaient plus d'1 million de dossiers non résolus du front oriental. Ces hommes n'étaient pas nécessairement morts en captivité. La plupart étaient tombés dans les batailles de l'effondrement final de 1944 et 1945, alors que la Wehrmacht n'était plus capable d'enregistrer les pertes ni d'enterrer de façon identifiable ces morts. Mais pendant des décennies, il n'y a eu aucun moyen de séparer les uns des autres. Les morts de la captivité gisaient dans des cimetières annexés au camp, dans le Donbass, l'Oural, au Kazakhstan et dans la région de Moscou, avec des tombes numérotées, dont les registres étaient dans des archives fermées. Les familles ont continué à réclamer pendant des décennies. L'Association des rapatriés a maintenu la question active jusque bien avant les années 70. Et il y avait en effet une réponse écrite. Chaque prisonnier enregistré dans un camp avait une fiche personnelle avec la date et la cause du décès, ainsi que le lieu d'inhumation, gardé dans les archives du ministère de l'Intérieur soviétique. Cette documentation est restée inaccessible tant que l'Union soviétique a existé. L'histoire de ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est enfin ouverte et celle de la manière dont l'Allemagne et la Russie ont décidé de se souvenir de tout cela constitue la dernière partie du récit. Mémoire, controverse et héritage. En 1957, le gouvernement fédéral allemand a chargé une commission scientifique dirigée par l'historien Erich Maschke de faire une recherche exhaustive sur la captivité allemande dans tous les pays vainqueurs. Le projet, financé par le ministère des Expulsés, a travaillé pendant 17 ans, a interviewé et enquêté auprès de dizaines de milliers de rapatriés et a produit 22 volumes, dont 15 consacrés à la captivité soviétique, achevés en 1974. Cela a été la plus grande recherche jamais menée sur le sujet, et son sort illustre à la perfection le problème allemand de la mémoire. Le gouvernement fédéral, en pleine politique de détente avec l'Est sous Willy Brandt, a décidé de ne pas diffuser publiquement ces volumes qui ont été distribués de manière restreinte aux bibliothèques et aux institutions et ne sont parvenus dans les librairies qu'avec la réédition des années 80. Une œuvre qui documentait la souffrance de millions d'Allemands a été archivée, non pour fausseté, mais pour inopportunité diplomatique. Maschke lui-même traînait en outre un passé qui compliquait la réception de son travail. Il avait été un historien actif pendant le national-socialisme, une donnée que l'historiographie ultérieure a utilisée pour examiner de manière critique les prémices de la commission, sans que cela n'invalide l'énorme valeur documentaire des témoignages recueillis. Cette tension entre documenter sa propre souffrance et affronter sa propre culpabilité définit la première grande controverse de ce chapitre et mérite d'être posée avec précision. La question n'est pas de savoir si les prisonniers allemands ont souffert. Ils ont souffert de manière massive et documentée. La question est de savoir comment cette souffrance se rapporte au fait que la guerre à l'Est avait été conçue par l'Allemagne comme une guerre d'anéantissement. Les données comparatives sont indispensables pour répondre. Sur les environ 5 700 000 prisonniers soviétiques capturés par l'Allemagne, environ 3 300 000 sont morts, c'est-à-dire plus de la moitié, et pour la plupart non pas en raison des circonstances, mais d'une politique délibérée de famine et d'abandon appliquée dès l'automne 1941 dans les camps d'Ukraine et de Biélorussie. Face à cela, la mortalité des prisonniers allemands en Union soviétique se situe, selon le critère employé, entre 15 et 35% et s'est concentrée dans des périodes de pénurie généralisée qui touchaient également la population soviétique. Reconnaître cette asymétrie n'efface pas la mort d'un soldat allemand de 18 ans à Vorkuta, mais situe les deux expériences dans leur juste rapport causal et moral.
L'historiographie allemande est parvenue à un consensus qui soutient aujourd'hui le discours public. La souffrance allemande de 1945 est un fait historique qui doit être étudié et rappelé, tout en étant la conséquence d'une guerre initiée et menée criminellement par l'Allemagne. Aucune des deux affirmations n'annule l'autre, et utiliser la première pour relativiser la seconde est précisément l'opération qui définit le révisionnisme. Ce débat n'a pas été théorique et il a éclaté publiquement à plusieurs reprises. La plus significative a été l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht organisée par l'Institut de recherche sociale de Hambourg, qui a parcouru l'Allemagne et l'Autriche entre 1995 et 1999 et a été vue par près d'1 million de personnes. L'exposition démolissait le mythe de la Wehrmacht propre. L'idée, soutenue pendant des décennies par les mémoires des généraux et par la politique de réconciliation de l'après-guerre elle-même, que l'armée régulière avait combattu honorablement, tandis que les SS commettaient les crimes. Elle a provoqué des manifestations massives pour et contre, un attentat à l'explosif à Sarrebruck en 1999, et une crise lorsque des erreurs ont été détectées dans l'attribution de certaines photographies, ce qui a obligé à la réviser et à la rouvrir en 2001 dans une version corrigée dont les thèses fondamentales ont été confirmées. L'impact sur notre histoire a été direct. Beaucoup d'anciens prisonniers qui vivaient encore et leurs familles ont vu remise en cause l'identité avec laquelle ils avaient vécu pendant un demi-siècle, celle du soldat qui avait accompli son devoir et payé pour cela un prix injuste. Dans les années suivantes, cependant, le débat public allemand a fait preuve d'une maturité remarquable en réintégrant sa propre souffrance sans alibi. Le roman de Günter Grass de 2002 sur le naufrage du Wilhelm Gustloff, l'œuvre de V.G. Sebald sur les bombardements, les grands reportages sur la fuite et l'expulsion et les séries documentaires de la télévision publique ont ouvert un espace où parler de la douleur allemande ne signifiait plus nier la responsabilité allemande. La mémoire organisée des anciens prisonniers a été pendant des décennies une force sociale considérable. L'Association des rapatriés, avec plus d'1 demi-million d'adhérents à son apogée, a publié pendant des années la revue Der Heimkehrer, a tenu des bureaux de conseil juridique pour traiter les indemnisations et les pensions, et a promu l'érection de monuments dans des centaines de localités. La croix de Friedland, inaugurée en 1967 sur la colline qui domine le camp de transit, et la cloche qui sonnait à chaque arrivée sont devenus les symboles nationaux du retour. La journée du deuil national, en novembre, a intégré de manière stable les morts et les disparus de l'Est dans la liturgie civique allemande. Au fil des décennies, l'association a perdu des membres pour des raisons biologiques, et son histoire reflète l'arc complet du thème, de groupes de pression avec accès direct au chancelier dans les années 50 à organisation résiduelle dans les années 90. Simultanément, la production de mémoire a été énorme, bien que de qualité inégale. À côté de témoignages d'une grande valeur documentaire, ont été publiés des récits qui exagéraient les chiffres ou passaient sous silence leur propre participation à la guerre, et la critique historique a appris à lire ce corpus avec prudence en le confrontant au registre de camps aujourd'hui disponible. En République démocratique allemande, le processus a été exactement inverse, et ses conséquences se sont fait sentir jusqu'après la réunification. La captivité n'était pas remémorée, elle était réinterprétée. Les rapatriés de la RDA n'avaient pas d'association propre, ne touchaient pas d'indemnisation pour captivité, et leur expérience ne pouvait être publiée que dans la clé de la rééducation antifasciste, le genre de mémoire qui racontait comment un soldat trompé par le nazisme avait découvert la vérité dans un camp soviétique. Ceux qui racontaient autre chose s'exposaient à des conséquences. Les rapports de la sécurité de l'État documentent des enquêtes ouvertes contre d'anciens prisonniers pour avoir diffusé, selon la terminologie officielle, de la propagande hostile sur l'Union soviétique. Le résultat a été la privatisation totale de la mémoire. Pendant 40 ans, des millions de familles de l'Est de l'Allemagne ont gardé leurs souvenirs à l'intérieur de chez elles. Quand le mur est tombé, cette mémoire refoulée a émergé d'un coup. Les services de recherche allemands ont enregistré à partir de 1990 une augmentation massive de demandes provenant des nouveaux États fédérés, présentés souvent par des enfants déjà à la retraite, qui pour la première fois pouvaient demander officiellement des nouvelles d'un père disparu en 1945 sans que la question n'ait de coût politique.
Ce phénomène, peu connu, est l'un des effets sociaux les plus mesurables de la réunification allemande. L'ouverture des archives soviétiques entre 1990 et 1992 a définitivement transformé la connaissance historique. Les fonds de l'administration des prisonniers et des internés du ministère de l'Intérieur, conservés dans les archives d'État de la Fédération de Russie et dans les archives militaires de Podolsk, contenaient les registres de camps, les rapports trimestriels de mortalité, les procès-verbaux des commissions médicales et surtout les fiches personnelles individuelles des prisonniers enregistrés, avec leur nom, leur unité, la date de leur capture, les camps par lesquels ils étaient repassés et, en cas de décès, la date, la cause et le lieu de leur enterrement. La première conséquence a été méthodologique. Les historiens ont enfin pu expliquer la vieille divergence entre les chiffres soviétiques qui parlaient d'environ 2 400 000 prisonniers allemands enregistrés et d'environ 356 000 morts, et les chiffres allemands de la commission Maschke qui estimaient à plus d'1 million le nombre de décès. L'explication s'est avérée résider dans les critères de comptabilité. Le registre soviétique commençait lorsque le prisonnier arrivait vivant dans un camp permanent, ce qui excluait la mortalité des points de rassemblement du front, des marches et des transports ferroviaires, particulièrement élevés en 1945. Il excluait également les internés civils, ceux livrés à d'autres États et ceux classés sous d'autres nationalités. Les estimations allemandes, en revanche, incluaient parmi les morts de la captivité un nombre indéterminé de soldats qui étaient en réalité tombés au combat sans avoir été enregistrés. L'historiographie actuelle, après 2 décennies de travail conjoint de chercheurs allemands et russes, converge pour situer la mortalité réelle au-dessus du chiffre soviétique et en dessous du chiffre allemand classique, sans qu'il soit possible de fournir un chiffre définitif tant qu'il y aura des cas non résolus. La seconde conséquence a été humaine, et probablement plus importante. Un accord germano-russe de 1992 sur l'entretien des sépultures de guerre a permis à la Commission allemande des tombes de guerre de localiser, de signaler et d'entretenir des cimetières de prisonniers sur l'ancien territoire soviétique et d'établir des cimetières de concentration tels que ceux de Krasnogorsk, de Rossochka près de Volgograd ou de Doukovchina, où ont été rassemblés les restes d'innombrables enterrements dispersés. À Rossochka, inauguré en 1999 sur l'ancien encerclement de Stalingrad, reposent des dizaines de milliers de soldats allemands et en face d'eux, un cimetière soviétique. L'aménagement de l'ensemble a été expressément conçu pour que les deux parties partagent le même espace de deuil. Parallèlement, l'échange de données entre les archives russes, le Bureau fédéral allemand d'information et l'association russe Mémorial a permis d'élucider le destin de centaines de milliers de cas. Des familles qui n'avaient rien su pendant 50 ans ont finalement reçu une communication avec une date, une cause et des coordonnées. Des vieillards allemands ont voyagé dans les années 90 et 2000 à Vorkuta, Karaganda ou Stalingrad pour visiter pour la première fois la tombe d'un père qu'ils n'avaient pas connu. Ce processus se poursuit. La numérisation des fiches et la publication de bases de données ont continué à résoudre des dossiers jusqu'à nos jours. L'évolution politique russe, cependant, est allée dans le sens inverse de l'ouverture des années 90. Mémorial, qui avait été le protagoniste de ce travail, a été dissous par décision judiciaire en décembre 2021, et l'accès à certains fonds a été à nouveau restreint. Un rappel que les archives s'ouvrent et se ferment au rythme de la politique. Tout cela étant posé, il est enfin possible de répondre avec précision à la question qui a structuré ce documentaire. Qu'est-il réellement advenu de ces 3 millions d'Allemands? Sur les environ 3 100 000 militaires allemands capturés par l'armée rouge entre 1941 et 1945, environ 2 millions ont survécu et sont rentrés en Allemagne, l'immense majorité entre 1945 et 1950, après des années de travaux forcés dans les mines, les forêts, les chantiers et les villes détruites. Entre 400 000 et un peu plus d'1 million sont morts en captivité, selon que l'on applique les registres soviétiques ou les calculs allemands, qui intègrent les phases non enregistrées. Exprimé en proportion, entre un captif sur 7 et 1 sur 3 n'est pas rentré, avec le cas extrême de Stalingrad,
ou sur environ 91 000 hommes capturés en février 1943, environ 6 000 sont revenus. La mortalité s'est concentrée de manière écrasante entre 1943 et 1947. Et ces causes ont été la faim, la dystrophie, la tuberculose, la dysenterie, le typhus et le froid, aggravés par le travail forcé et par la famine soviétique de 1946 et 1947. Quelques 26 000 prisonniers ont été transformés en condamnés par des tribunaux militaires et près de 10 000 d'entre eux sont restés captifs jusqu'à l'hiver 1955 à 1956, lorsque la promesse verbale obtenue par Adenauer à Moscou les a ramenés chez eux après 10 ans et demi. Et à cette comptabilité militaire, il faut ajouter la civile. Des dizaines de milliers d'Allemands de souche déportés de Roumanie, de Hongrie, de Yougoslavie et des territoires orientaux pour des travaux forcés en Union soviétique, avec une mortalité d'environ 15%, et les 12 à 14 millions d'expulsés qui ont perdu leur terre pour toujours.